Morgane a captivé le cœur des spectateurs avec sa beauté éblouissante et son talent remarquable. Elle a accédé à la célébrité dans les années 1940, devenant une figure de proue dans les films français et internationaux, célébrée pour ses rôles dans des classiques tels que Les Enfants du Paradis et La Symphonie pastorale. Cependant, derrière sa façade, glamour se cache une histoire tragique, remplie de luttes personnelles, de chagrins d'amour et des épreuves liées à la gestion d'une carrière tumultueuse sous les projecteurs. Rejoignez-nous alors que nous explorons le parcours poignant de Michèle Morgane, depuis ses débuts jusqu'à sa mort prématurée, en révélant les défis auxquels elle a été confrontée tout au long de sa vie. Sa beauté, un atout encombrant. Michèle Morgane, née Simone Roussel le 29 février 1920 à Neuilly-sur-Seine, a passé ses premières années à Dieppe. Cependant, sa véritable vocation ne se limitait ni à la banlieue parisienne ni aux provinces. Elle résidait dans le monde captivant du cinéma, un univers où elle laisserait une empreinte indélébile. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de devenir une star et prit des mesures décisives pour transformer ce rêve en réalité. À seulement 14 ans, elle s'enfuit à Paris pour trouver refuge chez sa grand-mère. Avec la bénédiction de son père, propriétaire d'une épicerie, elle se lança sur la voie de la célébrité, animée par une détermination qui allait définir sa vie. Pour perfectionner son art, Michèle s'inscrivit au prestigieux cours de théâtre de René Simon. Au début des années 1930, elle commença à jouer des rôles non crédités en tant que figurante, gravissant peu à peu les échelons de l'industrie. Durant cette période formatrice, elle adopta le nom de scène Michèle Morgane, choix qu'elle expliqua avec une pointe d'autodérision. « Honnêtement, vous me trouvez assez jolie pour m'appeler Simone ?» Le nom de famille Morgane était également un clin d'œil stratégique à une carrière potentielle à Hollywood, sa résonance anglo-saxonne suggérant des horizons plus larges et une attractivité internationale. En 1937, le destin intervint lorsque le réalisateur Marc Allégret lui offrit le rôle principal dans Gribouille. Au départ, il pensait avoir engagé une débutante de 17 ans, mais il se rendit vite compte que Michèle était une actrice dotée de profondeur et de complexité. Il la percevait comme une victime expiatoire, destinée à subir la nature tempétueuse à la fois du réalisateur et de son partenaire à l'écran, Raimu. Le scénariste du film, Marcel Achard, résuma parfaitement son essence. Il nota son regard effrayé et son visage émacié, soulignant l'air de fatalité et de détresse qui l'entourait. Ces caractéristiques résonnaient profondément avec le personnage qu'elle incarnait. Une femme romantique, femme fatale et victime de sa propre beauté, luttant sous le poids de ses traits saisissants. Dans Gribouille, Michèle se déplace comme un fantôme, magnétique, secrète et définie par une sensualité insolente qui éclipse souvent ses costards renommés. Sa beauté, bien qu'un atout, devient aussi un voile encombrant qui dissimule la mélancolie sous-jacente qu'elle incarnait. Comme elle l'a remarqué de manière poignante, la tristesse est mon élément, un sentiment qui la suivra tout au long de sa carrière. Dans son troisième film, Le Quai des Brumes, réalisé par Marcel Carné, Michèle Morgane endossa le rôle de Nelly. Vêtue d'un trench brillant conçu par la légendaire Coco Chanel, le vêtement était destiné à capter la lumière et à créer une présence éthérée complétant parfaitement l'allure envoûtante de son personnage. Elle complétait ce look avec un simple béret noir qui mettait en valeur son teint diaphane et ses grands yeux bleus clairs, un miroir de ceux de son partenaire à l'écran, Jean Gabin. Cette connexion visuelle saisissante amplifie la chimie entre eux, illustrée de manière mémorable par sa réplique inoubliable. « T'as de beaux yeux, tu sais. » Ce moment, en plus de souligner leur lien romantique, met en lumière leur destinée tragique commune, faisant d'eux moins un couple de circonstances qu'un duo de âmes liés par le destin. Une époque à bout de souffle. La mise en scène de Le Quai des Brumes par Marcel Carné avec un scénario de Jacques Prévert basé sur le roman éponyme de Pierre Macorlan,
représente une convergence remarquable de talent et de vision. L'esthétique du film est magnifiée par l'éclairage de Fritz Lang et le directeur de la photographie de Max Ophüls, Eugen Schüftan, réfugié en France après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Ensemble, ils tissent intuitivement les signes et symboles d'un monde sur le point de disparaître, créant une atmosphère imprégnée de ce que l'on appelle aujourd'hui le réalisme poétique. Le port du Havre, où se déroule le quai des Brumes, semble aussi éphémère qu'un souvenir qui s'efface. L'océan, où le déserteur joué par Jean Gabin rêve, trace les contours de son existence sans issue, capturant l'essence même du désespoir. Cet univers illusoire et artificiel cristallise les peurs de la modernité, donnant l'impression que le public assiste au crépuscule d'un monde. À bien des égards, le brouillard qui enveloppe le quai des Brumes symbolise une époque à bout de souffle, 1938, marquée par les accords de Munich, le bruit menaçant des bottes de la Wehrmacht et l'approche inquiétante d'une guerre inévitable. Dans ce contexte, Michel Morgan s'impose comme le personnage emblématique de ce poignant rideau final, incarnant l'essence mélancolique du film. L'aura de tristesse de Morgan continuerait à hanter le cinéma français jusqu'à la débâcle de 1940. Ironiquement, elle retrouva Jean Gabin à Berlin pour le film médiocre Récif de corail en 1938, réalisé par Maurice Glaise. Ce film présente une nouvelle variation sur le thème des deux anges maudits tentant d'échapper à leur passé troublé. L'année suivante, elle partagea de nouveau l'écran avec Gabin dans Remorque, réalisé par Jean Grémillon. Dans ce film, Gabin incarne un capitaine de marine déchiré entre sa femme, interprétée par Madeleine Renaud, et sa maîtresse, jouée par Michel Morgan. L'atmosphère de Remorque est imprégnée de l'odeur du destin funeste. Le tournage commença au début de l'été 1939, mais fut interrompu par le déclenchement de la guerre. Il reprit en janvier 1941, et lorsque le film fut enfin diffusé en novembre de la même année, la France avait été vaincue et mise à genoux. À ce moment-là, le couple vedette avait choisi la liberté et l'exil aux États-Unis, ajoutant une couche de tristesse au thème du film. Remorque résonne comme un écho de Le Quai des Brumes. Dans une scène mémorable, Gabin, face à Morgan sous une lumière scintillante et irréelle qui accentue sa beauté éthérée, lui demande « Que veux-tu de moi ?» Ce moment capture l'essence de leur relation, alors que Morgan, incarnant une femme sans origine ni direction, lui lance une supplication « Embrasse-moi, embrasse-moi ». Leur interaction reflète non seulement leur tension romantique, mais aussi le désespoir existentiel plus large d'un monde au bord de l'effondrement. Ainsi, les deux films servent de reflet poignant d'une époque marquée par la perte et l'incertitude, avec Michel Morgan restant une figure fantomatique au milieu du chaos de son temps. Hollywood, une opportunité manquée. À Hollywood, Michel Morgan se retrouva à naviguer dans un paysage complexe et souvent difficile, déterminé à laisser sa marque malgré un contrat avec le studio américain RKO. En Californie, elle s'immergea dans le monde exigeant de l'industrie cinématographique, investissant son énergie dans ce qu'elle maîtrisait le mieux, le travail acharné. Morgan se consacra à l'apprentissage de l'anglais, au perfectionnement de ses compétences d'actrice et à l'étude du chant, tout en se pliant aux exigences strictes des studios. Lors des conférences de presse, on lui demandait souvent d'exprimer son goût pour des sujets apparemment anodins, les parfums, les hommes intelligents, le fromage et les vins californiens, des tâches qui ressemblaient davantage à des exercices de gestion d'image qu'à des occasions de véritable expression personnelle. Malheureusement, sa carrière américaine se révéla être une opportunité manquée, ponctuée de compromis et de chances ratées. Elle apparut dans plusieurs films de propagande soutenant l'effort de guerre américain, dont Joan of Paris en 1942, réalisé par Robert Stevenson, Two Tickets to London l'année suivante, réalisé par Edwin Marin, et Passage to Marseille en 1944, réalisé par Michael Curtiz.
Bien que ces films lui permirent de montrer son talent, elle dut souvent affronter des dynamiques difficiles en coulisses. Dans Passage to Marseille, par exemple, elle eut à subir le tempérament tyrannique du réalisateur Michael Curtiz, réputé pour son style exigeant. Ajoutant à son stress, elle travaillait aux côtés de Humphrey Bogart, qui était alors en proie aux tourments émotionnels d'un divorce difficile, créant une atmosphère tendue. Cependant, ce sont les rôles qu'elle refusa ou qu'elle manqua de peu qui allaient définir son expérience américaine et souligner les cruels coups du sort qu'elle subit. Alfred Hitchcock, légende de l'industrie, avait d'abord envisagé Michelle Morgan pour le rôle principal dans Suspicion. Cependant, après avoir évalué son niveau d'anglais, il choisit finalement Joan Fontaine, estimant que l'anglais de Morgan n'était pas suffisant pour le rôle. Cette déception fut aggravée par un autre échec. Elle devait initialement être la partenaire de Bogart dans le classique intemporel Casablanca. Toutefois, le rôle revint finalement à Ingrid Bergman, une actrice non seulement brillante, mais également prête à accepter un salaire bien inférieur à celui que Morgan aurait exigé. Ces occasions manquées et opportunités perdues illustrent les défis considérables auxquels Morgan fut confronté dans l'industrie cinématographique américaine, où son talent indéniable fut souvent éclipsé par une concurrence féroce et des attentes rigides. Dans un environnement où les bonnes connexions et le bon timing pouvaient faire ou défaire une carrière, l'histoire de Morgan est un rappel poignant de la façon dont les opportunités peuvent facilement glisser entre les doigts, un artefact d'un autre temps. Lorsque Michelle Morgan revint en France après la Libération, elle se retrouva à un carrefour. Bien qu'elle ait une carrière, elle avait l'impression que son histoire personnelle était arrivée à son terme. En 1946, elle remporta le prix de la meilleure actrice au premier festival de Cannes pour son rôle dans la Symphonie pastorale, réalisée par Jean Delannoy. Cependant, ce film, qui semble aujourd'hui quelque peu ridicule et a mal vieilli, représentait un moment fugace de reconnaissance plutôt qu'une base solide pour l'avenir. Dans les années qui suivirent, Michelle Morgan devint une présence durable dans les films où elle apparaissait, mais ses rôles ressemblaient souvent davantage à des gravures dans l'histoire du cinéma qu'à des performances dynamiques. Parmi ses apparitions notables figurait Maria Chapdelaine en 1950, réalisée par Marc Allégret, où elle jouait le personnage principal, puis Joséphine de Beauharnais dans Napoléon en 1954, réalisée par Sacha Guitry. Elle incarna ensuite Marie-Antoinette dans Marie-Antoinette, reine de France l'année suivante, également réalisée par Delannoy. À travers ses rôles, elle exhalait un charme bourgeois, incarnant une beauté retenue et un certain conformisme qui, bien que captivant, tendait souvent vers une relative fadeur. L'un des films les plus marquants de cette période, Les Grandes Manœuvres, réalisé par René Clair, où elle jouait aux côtés de Gérard Philippe, montrait pourtant une performance qui semblait encore bridée par les attentes liées à son personnage établi. À mesure que les années 1960 avançaient, la présence de Michelle Morgan dans le cinéma commença à s'estomper, éclipsée par l'ascension des jeunes Turcs de la Nouvelle Vague, un mouvement qui donnait la priorité à des voix nouvelles et à une narration moderne. Face à ces représentants de la modernité cinématographique, elle peinait à s'adapter. Elle refusa notamment des propositions de travailler avec Luchino Visconti sur Senso et Michelangelo Antonioni pour La Nuit, devenant finalement un artefact d'une époque révolue. Vers la fin de sa carrière, cependant, Morgan trouva des opportunités pour se reconnecter avec elle-même dans deux films significatifs. Benjamin ou les Mémoires d'un puceau, réalisé par Michel Deville, et Le Chat et la souris, réalisé par Claude Lelouch. Ces films lui permirent de se libérer de l'image d'Épinal qui l'avait longtemps enfermée. Bien qu'elle fût alors une femme d'âge mûr, Deville et Lelouch lui offrirent l'espace pour incarner son véritable moi et exprimer sa sexualité. Elle retrouva son identité de femme désirant l'intimité, déclarant avec émotion « Embrasse-moi ». En réfléchissant à sa carrière, Michelle Morgan reconnut avec franchise
j'ai fait pas mal de mauvais films. Parfois, je le savais dès le début, mais on se raconte toujours des histoires. On croit au miracle, on imagine que tout sera sauvé par magie. » Vers la fin de sa vie, elle se consacra à la peinture, une activité qui finit par captiver son intérêt bien plus que sa carrière d'actrice. À ce moment-là, elle avait cessé de se raconter des histoires sur sa vie d'actrice, trouvant son épanouissement dans l'expression créative que lui offrait la peinture. Morgan reçut de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, notamment une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1960, la Légion d'honneur en 1969 et un César d'honneur pour sa contribution au cinéma français en 1992. Elle reçut également le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise en 1996. Elle fut élue 10 fois comme l'actrice française la plus populaire. La performance de Miss Morgan est une pièce d'art exquise, tendre, fière et pitoyable dans sa compréhension des sentiments des aveugles, écrivit le critique du New York Times Bosley Crowther. Michelle Morgan passa ses dernières années à peindre et exposa en solo à Paris en 2009. « Je trouve le calme, j'ai toujours aimé être seule et je n'ai jamais été plus heureuse qu'avec ma peinture », déclara-t-elle. En repensant à sa longue et brillante carrière d'actrice, avec près de 70 films à son actif, Morgan affirma « Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer des femmes sexy. Je dois croire que mon charme n'était pas dans mon cul. » Son fils Mike, sa blessure la plus secrète et profonde. Cependant, leur relation n'a pas duré. Comme l'écrivait Gala, convaincu qu'elle le trompait avec le jeune premier Henri Vidal sur le tournage de Fabiola, à Rome, il la fit suivre par des détectives privés. Les preuves étaient accablantes. La police italienne fut mobilisée pour établir l'adultère. En quête de réconfort, Michelle Morgan trouva de la compagnie auprès de l'acteur américain William Marshall. Le couple se maria en 1942 et accueillit leur fils, Michael, surnommé Mike, 2 ans plus tard. L'enfant hérita des traits saisissants de sa mère, avec des cheveux blonds et des yeux bleu myosotis. Cependant, la nature passionnée de Morgan la conduisit à s'éloigner de Marshall, ce qui éveilla sa jalousie. Leur relation ne dura pas. Comme l'écrivait Gala, convaincu qu'elle le trompait avec le jeune premier Henri Vidal sur le tournage de Fabiola, à Rome, il fit suivre Michel par des détectives privés. Les preuves de cette prétendue infidélité furent si accablantes que la police italienne s'impliqua pour enquêter sur la situation. Le scandale qui en résulta fut dévastateur pour Michelle Morgan, ce qui conduisit finalement à la perte de la garde de son fils. Malgré cette tourmente, Morgan trouva l'amour avec Henri Vidal, qu'elle épousa en 1950. Leur relation fut cependant marquée par l'addiction de Vidal à la cocaïne et les tentatives constantes de désintoxication. Morgan passait ses journées à osciller entre les soins prodigués à son fils et à son mari malade. Tragiquement, en 1959, elle devint veuve lorsque le cœur de Vidal céda, laissant Morgan anéantie, une ombre d'elle-même. Malgré ses luttes, son fils Mike lui apporta une lueur d'espoir. Maintenant, une correspondance touchante qui se terminait par « Je t'embrasse très fort, à bientôt ». En 1965, Mike prit la décision significative de renoncer à sa citoyenneté américaine et de s'installer en France, aspirant à devenir acteur. Grâce à l'influence de sa mère, il décrocha de petits rôles dans des films, notamment une apparition remarquée dans La Grande Vadrouille, où sa beauté attira brièvement l'attention du cinéma français. Malheureusement, sa carrière ne se développa pas comme il l'avait espéré. Bien qu'il ait brièvement joué dans une série télévisée, Le Tiroir secret, aux côtés de Morgan, au milieu des années 90, cela ne fut pas suffisant pour relancer sa carrière d'acteur. Il se tourna alors vers le doublage et le travail de traduction, luttant pour trouver une stabilité dans une industrie capricieuse. Au début des années 2000, il subit un autre revers en ne parvenant pas à obtenir un rôle dans Les Vacances de l'amour, une suite de la sitcom populaire Hélène et les garçons.
La vie personnelle de Mike reflétait ses défis professionnels. Après un premier mariage avec le mannequin Catherine Prou, avec qui il eut une fille nommée Samantha, il se remaria avec un autre mannequin, Sylvie Elias, avec qui il eut 3 autres enfants, Deborah, William et Sarah. Cependant, Sarah, élevée par sa mère après leur divorce, ne rencontra sa grand-mère Michelle Morgan qu'à l'âge de 13 ans. Mike se maria une 3e fois et eut 2 autres fils, Peter et Jessie Lee. Malgré quelques succès, il mena une vie recluse en Normandie, trouvant du plaisir dans la cuisine et la vie de famille, sortant rarement. Cependant, au printemps 2005, tout changea. Mike fut admis dans le service d'oncologie d'un hôpital à Caen et sa mère dut faire face à la dure réalité de la perte imminente de son unique enfant. Tragiquement, Mike mourut d'un cancer à l'âge de 60 ans. Le 7 juin 2005, Michelle Morgan réfléchit à sa relation avec son défunt fils, reconnaissant ses propres sentiments de culpabilité d'avoir été une mère absente. Malgré le pardon qu'il lui avait accordé, elle fut laissée à ses regrets. Après la mort de son fils, Michelle Morgan entra dans une période de profond chagrin. Elle perdit son compagnon de longue date, le réalisateur Gérard Houry, l'année suivante en 2006. Au fil des ans, elle se retira progressivement des écrans et des tapis rouges, s'éloignant de la vie publique et de la vitalité qu'elle avait autrefois connue. La véritable raison pour laquelle Michelle Morgan a rejeté sa petite-fille Sarah Marshall, c'est la mort de papa qui a rapproché Mimi et moi, se souvient Sarah Marshall en 2009, réfléchissant à sa relation avec sa grand-mère, Michelle Morgan, affectueusement surnommée Mimi. À ce moment-là, Sarah venait de sortir d'une période sombre de sa vie. Pendant 2 ans, elle avait sombré dans une relation destructrice avec Alexandre Anthony, fils du chanteur star des années 1960, Richard Anthony. Leur relation passionnelle et toxique avait entraîné Sarah dans un monde de drogue, de violence et d'instabilité, à tel point que leur fils, Zoltan, fut placé sous la tutelle des services sociaux. Pendant longtemps, Michelle Morgan s'était éloignée de Sarah, une petite fille qui lui ressemblait tellement, avec ses yeux en amande reflétant ceux de sa grand-mère. Il semblait que Michelle avait fermé la porte à Sarah, percevant son comportement autodestructeur comme une offense personnelle à son sens de la dignité. Cependant, ce qui ressemblait à de la froideur cachait une blessure plus profonde. Les difficultés de Sarah ravivaient chez Michelle des souvenirs douloureux, des souvenirs de son propre passé tumultueux. Bien qu'elle fût admirée pour son raffinement et son élégance, Michelle avait elle aussi commis des erreurs, pris des mauvais virages en amour, et même perdu la garde de son fils unique à cause de cela. Michelle Morgan avait toujours conservé sa dignité, sans jamais se plaindre de ses épreuves. Elle croyait en l'importance de garder la tête haute et de se présenter avec grâce, tant pour les autres que pour elle-même. C'était ce fort sens de la fierté qui la rendait distante envers Sarah durant les périodes les plus troublées de sa vie. Mais en réalité, Michelle était loin d'être indifférente. En fait, la chute de Sarah la faisait énormément souffrir. Ne sachant comment gérer ses émotions débordantes, elle se referma encore plus, s'appuyant sur sa dignité comme un bouclier. De loin, Michelle suivait les faits et gestes de sa petite-fille à travers les frères et sœurs de Sarah, apprenant chacun de ses mouvements. Lorsque Sarah, dans un état désespéré, s'était rendue à l'Hôtel-Dieu à Paris, à la fin de l'année 2003, Michelle priait en silence pour que sa petite-fille trouve la force de se relever. Puis, en 2005, une autre tragédie frappa. Le fils unique de Michelle, Mike Marshall, décéda d'un cancer à l'hôpital de Caen. Sa mort marqua un tournant dans la relation tendue entre Michelle et Sarah. Dans une interview avec Paris Match, 4 ans plus tard, Sarah déclara « Ma vie avec Alexandre nous avait séparés. À l'enterrement de mon père, je n'osais pas la prendre dans mes bras, mais Mimi est venue vers moi et m'a dit que tout était pardonné. » À cette époque, Sarah se préparait à faire ses débuts sur scène et Michelle était immensément fière.
Je suis tellement heureuse de voir Sarah en pleine forme et fière de savoir qu'elle va jouer au théâtre. J'ai attendu ce moment depuis longtemps, confiait Michel. Michel avoua également qu'elle avait craint pour Sarah lorsqu'elle était sous l'emprise néfaste d'Alexandre Anthony, dont elle divorça par la suite. Quand elle faisait de grosses bêtises, expliquait Michel, j'ai décidé d'arrêter de la voir et de ne plus lui parler. Je pensais que ce serait un électrochoc. C'était terrible pour moi de voir une si belle et brillante jeune fille se détruire avec des drogues. Pour la première et unique fois, Michel s'ouvrit sur l'épisode douloureux de sa propre vie impliquant Henri Vidal, l'homme séduisant qu'elle avait adoré pendant 8 ans et qui mourut finalement d'une overdose. « Je connais les ravages de la toxicomanie, » dit-elle, la voix lourde d'émotion. Malgré la douleur persistante, Michel exprima sa confiance dans la guérison de Sarah, ajoutant « Sarah a compris, et je sais qu'elle ne tombera plus jamais sur la mauvaise personne. » Michel avait raison. Sarah ne replongea jamais dans ses anciennes habitudes destructrices, ressortant plus forte de ses épreuves, un témoignage de sa propre résilience ainsi que de l'influence durable de sa grand-mère. Le monde entier pleure sa disparition. Michel Morgan est décédé le 20 décembre 2016, à l'âge de 96 ans, des suites de causes naturelles, chez elle à Paris. Sa mort a marqué la fin d'une époque dans le cinéma français. Sa famille, dans un hommage poignant, a déclaré « Les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin », en référence à ses célèbres yeux bleu clair qui avaient captivé le public pendant des décennies. Les funérailles de Morgan ont eu lieu le 23 décembre 2016, à l'église Saint-Pierre, à Neuilly-sur-Seine, un lieu approprié pour une star dont la carrière avait touché des millions de personnes. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités du monde du cinéma et d'ailleurs, toutes rendant hommage à une femme qui avait laissé une empreinte indélébile sur le film français et international. Après les funérailles, Michel Morgan a été inhumé au cimetière du Montparnasse, un lieu de repos paisible pour de nombreuses icônes culturelles de la France. Les hommages affluaient du monde entier. Le président français François Hollande a exprimé la tristesse de la nation, notant que Michel Morgan avait transcendé les générations et touché le cœur de tous par sa grâce et son élégance. Les cinéastes et acteurs se souvenaient d'elle comme d'une actrice pionnière qui avait aidé à définir le cinéma français, notamment dans les périodes d'avant-guerre et d'après-guerre. Au-delà du cinéma, l'influence de Morgan s'étendait même au domaine politique. L'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, a été nommée d'après Michel Morgan, ce qui reflète à quel point la célébrité et la beauté de Morgan résonnaient même dans des contrées lointaines. Bachelet a un jour fait remarquer l'honneur de partager son nom avec une figure aussi légendaire, soulignant l'impact culturel large que Morgan avait à travers les continents. Alors que les fans, les critiques et les historiens se remémoraient sa vie et sa carrière remarquables, Michel Morgan était célébré non seulement pour ses performances intemporelles, mais aussi pour sa persévérance dans une industrie souvent impitoyable, en particulier pour les femmes. Sa capacité à naviguer à Hollywood pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré les revers, et son retour ultérieur en France pour poursuivre une carrière illustre, témoignaient de sa résilience. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers la vie et les moments tragiques de Michel Morgan, il est clair que son impact sur le monde du cinéma reste indéniable. De son ascension précoce dans le Quai des Brumes à ses années plus calmes plus tard dans la vie, elle a laissé un héritage durable d'élégance, de force et de mystère. Ses beaux yeux resteront à jamais un symbole éternel du cinéma classique, capturé dans des films iconiques comme Le Quai des Brumes et La Symphonie pastorale. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait de Le Quai des Brumes le film le plus célèbre et le plus durable de Michel Morgan? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires approfondies sur les plus grandes légendes du cinéma. Merci de votre visionnage.